Salut à toutes et à tous, les amis, on se retrouve pour la review de Raw du 22 juin 2026. Et donc, pour commencer le show, on a eu le segment entre Obafemi et Jey Uso. Ce segment est construit comme un choc entre deux modèles narratifs que la WWE utilise de plus en plus pour ses main events modernes. La force inévitable contre l'émotion méritée. Obafemi est ici positionné non pas comme un simple finaliste du King of the Ring, mais comme une entité de booking quasi inarrêtable, une figure qui ne traverse pas le tournoi, mais qui le surplombe le book avec une logique presque préécrite. Chaque promo, chaque apparition, chaque interaction renforce l'idée que sa victoire n'est pas une possibilité, mais une conséquence logique de son existence dans le tournoi. Il n'y a pas de doute dans son histoire, pas de fracture psychologique, mais pas de tension interne visible. Cela crée un personnage qui dépasse la logique classique de babyface ou du heel. Il est une certitude incarnée. Ce type de booking est très rare car il retire volontairement le suspense traditionnel. Normalement, un tournoi fonctionne sur l'incertitude. La WWE fait l'inverse. Elle transforme en variable fixe. Cela change complètement la manière dont le public perçoit le King of the Ring. Plus qui a gagné, mais comment quelqu'un peut-il l'empêcher de gagner? Face à lui, Jey Uso est construit avec une logique totalement opposée, presque archaïque dans le bon sens du terme. Jey n'existe pas dans la certitude, mais dans la survie narrative. Chaque étape de sa carrière récente repose sur un schéma mais efficace. Sous-estimation, rejet, résistance, explosion émotionnelle, validation du public. Ce qui est important ici, c'est que cette répétition n'est pas un défaut dans le booking du jeu, mais une signature. Mais une signature. Jay n'est pas conçu pour être un personnage nouveau, il est conçu pour être un personnage reconnaissable émotionnellement. Le public sait exactement ce qu'il représente, le leader qui doit toujours prouver qu'il mérite d'être là. Hein, donc une position structurelle complète. Enfin bref, dans un sens, Jay devient plus puissant. Bref, le segment fonctionne donc comme une préparation à un clash inévitable où aucun des deux ne doit être affaibli. Au contraire, le booking fait exactement. Il renforce les deux extrêmes pour maximiser la cohésion finale. La structure du segment est volontairement minimaliste sur le plan physique, mais une dynamique parallèle au segment lui-même. Cela produit un effet de double narration féminine, la force dominante, Jay est la figure centrale. Enfin, la récompense, elle durait. Bref, en tout cas, c'était assez intéressant de voir un segment entre les deux hommes. Je suis complètement d'accord avec tout ce que je viens de vous raconter là. C'est vrai qu'on a un Jey Uso qui est quand même sur le devant de la scène depuis un petit moment, qui cherche à impressionner Obafemi et l'inverse c'est vrai aussi. Enfin bref, les deux se cherchent depuis un petit moment, je trouve, et c'est quand même ce que la deux doit faire, c'est de les faire se chercher un petit peu plus. Est-ce que c'est le bon moment de faire ça du côté de la double? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai bien aimé comment la double a construit ce match. Enfin bref, on passe au premier match de la soirée. Les championnats par équipe féminin Paige et Brie Bella contre les, les sœurs jumelles, les Bella Twins. Donc c'est à voir maintenant comment la double va nous booker ce match. Enfin, personnellement, j'ai beaucoup aimé comment ce match a été construit, etc. Bref, Bailey et Lyra, ce match n'est pas simplement un affrontement par les titres par équipe, c'est surtout un segment de transition narrative déguisée en match où la double met en place une restructuration complète de la violence sans l'annoncer explicitement. Le cœur du segment repose sur Bailey qui agit ici comme un pilier émotionnel et structurel. Bailey est depuis longtemps utilisé par la WWE comme un ancrage narratif dans la division féminine, peu importe les partenaires, peu importe, elle représente la continuité, elle est celle qui absorbe les changements de booking autour d'elle. Lyra Valkyrie en revanche se positionne dans une trajectoire différente, totalement différente, là où Lyra représente la rupture pour la WWE ne book pas comme une simple partenaire et comme une variable instable dans l'équation. Paige et Brie servent ici de trace générationnelle. Leur présence n'est pas uniquement sportive, elle est symbolique. Paige incarne l'héritage brut, presque violent de la division féminine moderne, tandis que Brie la représente une ère plus structurée, plus médiatisée, plus mainstream. Le match devient donc une collision entre trois générations narratives différentes, mais le véritable cœur du chemin ne se joue pas sur les prises ni sur les il se joue dans la dynamique progressive entre Bailey et Valkyria. La loi construit volontairement
une vétérane qui tente de guider l'hierarchie comme un prodige qui recommence à douter de la nécessité de guider. Ce décalage devient visible dans les moments clés du match où l'Irak commence à prendre des décisions sans coordination totale avec Bailey. Ce n'est pas encore une trahison mais une fracturation comportementale. Le point crucial arrive lorsque l'Irak décroche le mouvement décisif et la structure du finish révèle immédiatement la fissure émotionnelle. Bailey n'est plus au centre du contrôle, c'est ici que le préparateur, sans le nommer, ça c'est vrai, en tout cas Pri et Page donc conserve les titres et je suis d'accord avec tout ce que je vous ai dit là-dessus. C'est la meilleure chose que j'ai pu faire. Le point net, c'est quand même bon, ils nous ont emmené la chose du côté de la WWE, mais bon, il y a ce petit comment dire turn qui était vraiment bien amené. Donc Lyra qui va se retourner contre Bailey. J'ai bien aimé comment ils l'ont emmené, quoi. C'était vraiment bien vu de la part de eux d'amener ce turn de Lyra maintenant, étant donné que Bailey la ralentissait un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire. Ces derniers temps, ces dernières semaines, c'était la meilleure chose à faire du côté de ce turn de Lyra. Ce match serait quand même le vrai point fort et pendant une grande partie, je ne fais pas évoluer Lyra comme une baby, elle l'a fait évoluer comme une personne qui observe progressivement l'injustice du système sans l'accepter pleinement, ce qui rend le segment puissant. Bailey lutte pour lutte pour conserver le statut. Lyra commence à lutter contre sa propre position dans l'équipe et Book un déclencheur. Enfin bref, la faille se contrôle euh, initiale, isolation d'un babyface, enfin bref, on passe. Le principal problème n'est pas le match en lui-même, mais sa vraie fonction cachée. Le public peut croire qu'il s'agit d'un match de titre ou d'un sub-segment, mais en réalité, notamment la dynamique de Bailey et Lyra pour installer un moment plus important, cela rend le match presque secondaire narrativement, malgré son importante affiche. Or, Bailey est légèrement prisonnière de son rôle âgé comme stabilisateur émotionnel, mais n'a pas de vraie progression dans le segment et devient un encre narratif plutôt qu'un moteur. Et ce terme fonctionne parce qu'il n'est pas basé sur la colère immédiate, mais sur une accumulation silencieuse. Lyra ne trahit pas Bailey parce qu'elle perd, elle la trahit parce qu'elle comprend qu'elle est en train d'être retenue dans un système où elle ne sera jamais la prioritaire. C'est une nuance importante dans le booking moderne. Ancien modèle trahison émotionnelle instantanée et nouveau modèle trahison logique progressive devient donc une île rationnelle, ce qui est beaucoup plus dangereux narrativement. Ellie devient une victime émotionnelle de son propre mentorat. Lyra devient une île crédible immédiatement, pas besoin de transition logique. Disons, Fumi Tag perd un équilibre stable, possibilité de feu de personnel très forte entre les deux, et Lyra n'est plus un projet, elle devient une force autonome, et ça c'est très très bien que la double fait ça comme ça, qu'il nous ait mené en bateau comme ça, et je suis assez heureux, le Nightwing est bien amené, et franchement ce turn a été amené parfaitement comme les gens l'aiment, enfin voilà quoi, vous avez compris que la double cherche ces derniers temps à séparer cette équipe. Là, Lyra elle a pété un roulard, elle a un petit peu remis Bailey en place. Enfin bref, vous m'aurez compris quand je vous dis que cette équipe elle n'avait pas lieu d'être. Enfin bref, en tout cas j'ai aimé comment ils nous menaient à ça. Et puis après on a Katy Kelly qui va demander à Lyra pourquoi vous avez agi ainsi, et Lyra va lui répondre tout simplement euh, que que elle agit ainsi parce que tout simplement elle ne répond pas, quoi, elle n'a pas les mots, elle cherche vraiment à trouver les mots justement, et c'est peut-être la meilleure chose qu'elle pouvait faire, euh, c'était de se retourner contre Bailey. Moi j'ai bien aimé le fait qu'elle se retourne contre Bailey. Beaucoup de gens vont s'en plaindre, moi je suis pas ce genre de personne là, et l'envoyer en fait peut-être littéralement avec Katy Kelly, quoi. C'était assez intéressant de voir comment elle l'a envoyé bouler. Et franchement, bah, la Loulou, ils ont bien fait de le faire l'envoyer bouler, parce que je pense que c'était ce qu'il y avait
demi-affaire dans ce rôle-là à Londres en plus, où l'IRA irlandaise. Franchement, le segment de Chad Gable, c'est un des meilleurs segments de Rose que j'ai aimé, c'est que Jadot n'a pas fait un simple segment d'excuses, classiques où tout le monde pardonne à Shia. Au contraire, ils ont montré que ses actions ont eu de vraies conséquences. Gable reconnaît enfin ses erreurs, surtout envers Otis, Ottawa et Maxime, mais ça ne suffit pas à effacer des mois de manipulation et de mauvais traitements. Le meilleur passage pour moi, c'est Maxime Dubry rappelle que demander pardon ne répare pas automatiquement ce qui a été cassé. Ça rend le segment beaucoup plus réaliste et mature que la plupart des réconciliations dans le catch. À la fin, personne ne gagne vraiment. Gable reste seul et comprend que certaines blessures prennent du temps à guérir. C'est ce qui rend le segment aussi fort et émotionnellement. J'ai beaucoup aimé comment la douleur nous l'a ramené justement ce, ce segment et voilà quoi, elle a raison Maxime. Franchement, c'est vrai que elle a pu dire des points où Gable justement peut regretter comme ne peut pas le regretter. Ça c'est assez dommage de ne pas réparer ce type d'erreur là, mais la douleur a fait une meilleure chose que ça. Bref, passons à la suite. Donc Ethan Page contre Dragon Lee, c'est le prochain match de ce Raw. Donc là aussi, très très belle affiche du côté de la WWE. C'est une très belle affiche que de mettre ce match-là entre Ethan et Dragon Lee. Tout de suite là, pour ce rôle-là, franchement, c'était la meilleure chose que la WWE pouvait faire que de mettre cette rencontre-là entre Ethan Page et Dragon Lee. Le match est beaucoup plus important qu'il n'y paraît en surface. Il s'agit simplement d'une victoire d'Ethan Page avant Night of Champions, mais dans la réalité, il a joué ce match pour consolider progressivement son identité sur Raw. Depuis son arrivée, Ethan Page est présenté comme quelqu'un qui méprise tout ce qui l'entoure, ne cherche pas à être aimé, il ne cherche même pas forcément à être respecté. Son personnage repose sur une conviction simple, estime être supérieur à ceux qui l'entourent et considère que le roster ne mérite pas son niveau. Et Dragonry présente exactement l'inverse, là où Page fonctionne par arrogance, Lee fonctionne par mérite, là où Page provoque les répond pas à la performance, là où Page cherche à écraser les traditions, Lee cherche à les défendre, enfin bref. C'était la victoire de Page est également très intelligente dans sa il ne gagne pas proprement, il triche. Pourquoi? C'est parce que la WWE protège Dragon Lee tout en renforçant Ethan Page. Dragon Lee apparaît comme capable de battre Page, Page apparaît comme capable de tout faire pour gagner. Les deux ressortent protégés, c'est exactement le type de booking utilisé lorsqu'elle une rivalité doit continuer. Le match repose sur une formule double très connue, babyface spectaculaire et arrogant, enfin bref. Cette structure fonctionne parce qu'elle est effacée. Cependant, elle reste relativement prévisible. Dès que Rey Mysterio Penta et toute la thématique de la lutte sont intégrées à l'histoire, il devient évident que la WWE préparait quelque chose de plus grand que ce simple affrontement. HR donc davantage d'étapes narratives que de véritables conclusions. Le principal problème est que Dragon Lee commence à accumuler plusieurs défaites importantes malgré son immense talent. Le continue de le prendre dans ses forces, mais à un moment donné, les performances doivent se transformer en victoire, sinon le public risque progressivement de voir les Lee comme un éternel perdant sympathique. De son côté, Ethan Page gagne régulièrement, mais n'a pas encore obtenu la grande victoire capable de le faire passer dans une autre catégorie. La rivalité avance donc correctement, mais elle aura besoin d'une reconstruction forte prochainement. Je suis d'accord là-dessus. Comme un opportuniste dangereux pour Ethan Page et comme l'un des représentants les plus créatifs de Reign pour Dragon League, mais voilà quoi, on a un Ethan Page qui doit, c'est dommage à dire, mais qui doit être vraiment mis sur les devants de la scène et être recherché quoi. Donc c'est à voir par la suite ce qu'ils vont faire avec Ethan Page, avec Dragon Lee. Et j'aime beaucoup comment ils font ça, comment ils amènent ça quoi. On a un Ethan Page qui est vraiment là, cherche à tricher, qui parvient et qui
besoin de faire en sorte que la douleur le cherche. Ensuite, après, donc, on a un segment de Michael Cole et Corey Graves qui rappelle un petit peu la carte de Night of Champions. Je crois que c'était ça, et il parlait un petit peu du reste, quoi. Il parlait de Londres et de beaucoup de choses, etc. Enfin bref, il se cherchait un petit peu, et, euh, et la douleur, c'est un petit peu ce qu'elle a à faire. Donc maintenant, c'est à voir par la suite ce qu'ils vont nous montrer avec ces. Et après, on a un segment avec les deux finalistes du Queen of the Ring, Io Sky et Liv Morgan. Donc ce segment fonctionne avant tout parce qu'il oppose deux femmes qui arrivent à la finale avec des certitudes totalement différentes depuis plusieurs années. Io Sky s'est construite comme une lutteuse dont la crédibilité repose sur ses performances. Son personnage n'a jamais eu besoin d'être le plus bruyant ou le plus arrogant de la team. Elle préfère laisser ses résultats parler pour elle. Chaque victoire renforce l'idée qu'elle appartient naturellement à l'élite de la WWE. Face à elle, Liv Morgan, la championne du monde, représente une psychologie complètement opposée. Depuis son ascension au sommet, son personnage devient de plus en plus sûr de lui. Liv ne cherche plus à prouver qu'elle mérite sa place. Elle considère désormais qu'elle est la référence lorsqu'elle affirme être championne mondiale. Elle ne pose pas une question publique, elle présente cela comme un fait. Le segment exploite parfaitement cette opposition. Io représente la légitimité sportive tandis que Liv représente la confiance absolue. Cela crée une contradiction mais efficace où les deux femmes apparaissent crédibles avant leur finale. Le rôle final renforce également cette dynamique puisqu'Io termine debout. La douleur rappelle ainsi que malgré toute l'assurance de Liv Morgan, la victoire est loin d'être acquise. La structure du segment reste très classique dans la manière dont elle construit ces grands matchs féminins. Une participante arrive sur ring pour parler de sa future victoire, son adversaire. Les deux échangent leurs arguments, puis la situation dégénère physiquement. Ce schéma est prévisible, mais il reste efficace. La compagnie ne cherche pas à ajouter un rebondissement majeur quelques jours avant Night of Champions. L'objectif est surtout de rappeler les enjeux et de maintenir l'attention avant la finale. On remarque également que le segment sert davantage à consolider les personnages qu'à faire avancer l'histoire. À la fin de l'échange, rien n'est réellement changé. Io veut toujours devenir Queen of the Ring, Liv Morgan veut toujours devenir Queen of the Ring. Le segment agit donc principalement comme une dernière prestation des deux finalistes. Le principal problème est qu'il manque encore une véritable dimension émotionnelle. Les deux femmes veulent gagner, mais leur rivalité repose surtout sur la compétition et beaucoup moins sur un conflit personnel comparé à d'autres grandes affiches de la WWE. Cette confrontation manque encore d'un élément capable de provoquer une réaction émotionnelle plus forte chez les spectateurs. Un autre point concerne Liv Morgan. Depuis plusieurs mois, elle est impliquée dans de nombreuses histoires en haut entre son titre mondial, le Judgment Day, Rhea Ripley, maintenant le Queen of the Ring. Euh, elle occupe énormément d'espace narratif. Cette omniprésence renforce son importance, mais peut parfois donner l'impression que ses adversaires évoluent autour d'elle plutôt qu'avec elle. Enfin, malgré sa victoire morale dans le brawl final, Io Sky apparaît parfois légèrement en retrait dans la promotion globale de cette finale. Le segment corrige partiellement ce problème, mais il montre aussi que la WWE semble davantage investir sur l'image de championne dominante de Liv Morgan que sur celle d'Io Sky. Ce face-à-face remplit efficacement son rôle de dernière avant Night of Champions sans révolutionner la rivalité. Elle rappelle pourquoi les deux femmes méritent leur place en finale. Io Sky apparaît comme la compositrice d'élite capable de battre n'importe qui, tandis que Liv Morgan continue d'incarner une championne convaincue que personne n'est à son niveau. La confrontation reste simple, mais elle réussit à rendre leur affrontement encore plus important à quelques jours de la finale du tournoi. Donc, non, c'est à voir à ce que la WWE va nous démontrer, nous délivrer dans cette finale. Moi, j'ai bien aimé ce segment et je suis un petit peu d'accord avec ce que je vous ai lu, et on va bien voir maintenant ce qui va se passer. Est-ce que la WWE à mieux à faire, à moins bien à faire, enfin, on verra bien. En tout cas, Liv Morgan, la botte en touche, elle est un petit peu éjectée du ring par une Io Sky. Elle est assez surprise d'ailleurs de se retrouver au tapis aussi rapidement, j'ai envie de vous dire, mais c'est peut-être la bonne chose à faire que la WWE ait fait ça avec une Liv Morgan qui est vraiment mise en difficulté et qui cherche qui se cherche un petit peu, et puis une Io Sky qui a vraiment
besoin d'être mise en valeur à ce moment-là. En tout cas, cette finale promet énormément comme chez les hommes. Suite après, on a eu le match entre LA Knight et Jey Uso. Le point positif le match met clairement en avant LA Knight, donc la méga star qui est mise en avant clairement comme une star en pleine ascension. Son style direct, agressif et très constant lui permet d'imposer rapidement son rythme et de donner l'impression qu'il contrôle le combat dès qu'il prend l'avantage. Chaque passe où il domine est propre, lisible et efficace, ce qui renforce son image de futur main eventer. Jey Uso joue parfaitement son rôle de vétéran parti. Il ne cherche pas forcément à surclasser son adversaire. Il va casser le rythme, profiter des ouvertures et utiliser des actions plus sales pour survivre. Ce contraste rend le match facile à suivre et cohérent car chaque séquence a une logique claire. La progression globale est bien construite avec une montée progressive de la tendance. LA Knight prend de plus en plus de contrôle au fil du match jusqu'à installer une vraie impression de domination finale. Ça donne une sensation de solidité et de maîtrise dans la concentration. Le match reste très classique dans sa structure. On retrouve un schéma de standard avec alternance phase de combat qui reprise de contrôle de blessés efficace et propre, mais très prévisible pour un public habitué à ce type de déroulement. Il n'y a pas non plus des moments totalement inattendus de spots marquants qui viendraient casser le rythme ou donner un match. Tout est fluide mais assez conventionnel dans son principal manque vient de la dimension émotionnelle. La rivalité repose surtout sur une opposition de style sans vrai enjeu personnel fort entre les deux. Du coup, malgré la qualité du match, l'investissement émotionnel reste dans ce rôle, mais il est encore trop classique et manque d'un élément émotionnellement fort pour passer un cap supplémentaire, à part l'intervention de Solo Sikoa qui est assez dommage. On a juste après on a un segment du Judgment Day en coulisses qui est quand même le segment fonctionne bien parce qu'il mélange plusieurs dynamiques en une seule. Roxane Perez et Raquel Rodriguez ouvrent avec une discussion logique sans les opportunités manquées, ce qui donne une impression de continuité et de réflexion interne au groupe. Le fait que Perez reconnaisse la situation tout en restant positif ajoute une nuance intéressante à leur position dans la fiction. L'arrivée de Dominique et JD permet de relancer l'attention avec un enjeu plus correct, notamment l'état physique de McDonald's. Cela ajoute une dimension plus réelle au groupe avec des conséquences physiques visibles qui rappellent les tensions du ring. Liv Morgan est clairement la figure centrale. Elle reprend rapidement le contrôle de la conversation avec un discours très affirmé, tout et sous contrôle. Elle vise la double championne et elle projette aussi les autres membres. Rodriguez vers le titre interne, Dominique vers la récupération de son titre. Cela renforce son statut de leader incontestable du groupe. C'est vrai que c'est assez dommage de ne pas avoir utilisé plutôt cette phase. La structure reste très typique des segments backstage du jugement d'arrivée précisément, discussion collective, puis recentrage autour de la figure dominante. C'est efficace pour maintenir la hiérarchie interne, mais assez classique dans sa construction. On ne finit pas avancer une grande rivalité de manière directe. Il sert surtout à rappeler les objectifs de chacun et à reposer ses échanges déjà existants, type blessure, ambition. Le principal point faible reste le côté très chargé du segment. Beaucoup de personnages interviennent en peu de temps, ce qui peut rendre la scène un peu dans ses limites, limiter l'impact individuel de chaque prise de parole. De plus, même si Liv Morgan domine seulement, cela renforce encore l'idée qu'elle est partout dans la narration du show, ce qui peut créer une impression de surexposition. Enfin, les objectifs annoncés restent assez généraux sans véritable nouveau tournant narratif. C'est dommage pour renforcer le jugement Day. Ils auraient pas dû en fait faire ça. Si vous voyez ce que je veux dire, ils auraient dû faire autrement. Ensuite, après, on a eu le segment de Seth Rollins qui parlait de son. Parfaitement de son rôle de leader charismatique et contrôleur de The Vision. Son discours froid et assuré renforce son image de cerveau stratégique, toujours en maîtrise de la situation. Il donne du poids à la storyline globale. Le segment reste très répétitif dans sa forme, même ton, même idée, même posture. Cela consolide le personnage, mais sans apporter de nouvelles directions. L'absence totale d'émotion ou de nuances peut rendre le personnage un peu trop figé sur ce format d'interview, surtout si cela se répète dans le show. Un segment solide pour installer Rollins comme centre du récit, mais assez statique. Enfin bref, ce second passage renforce le personnage. Il reste cohérent, calme et sûr de ce qui maintient son rôle de figure centrale du show. Aucune évolution réelle entre les deux. Il s'agit surtout d'un rappel narratif. La répétition du même titre de un peu de temps peut réduire l'impact global du personnage. Un segment de rappel efficace mais très statique. Enfin bref, on va passer donc au main event. C'était donc
pour les titres par équipe de la World Division, les champions en titre face au... Franchement, le match repose sur une opposition très claire et très efficace entre deux identités totalement différentes. Division impose un style structuré, puissant et collectif avec une impression constante de contrôle et de domination méthodique. Chaque action semble calculée, ce qui renforce leur image de faction organisée et dangereuse. Face à eux, les Street apportent une énergie totalement différente basée sur la vitesse, l'explosivité et la rapide. Leur style donne des mouvements de respiration et de chaos, ce qui rend les phases de match plus dynamiques et visuellement plus variées. La grande force du match est la crédibilité en tant que groupe, même lorsqu'ils ne dominent pas totalement et donnent l'impression d'être toujours dangereux, toujours en train de préparer une réponse. Cette présence constante renforce forcément leur statut de menace principale du jeu. Le déroulement du match suit une logique assez classique de fast-face contre faction. La structure est fluide et lisible, du coup, je vous disais, et, et l'exposition globale et l'enchaînement des interventions est bien utilisé pour créer de l'attention. John Henry surprend totalement en détournant Logan Paul, puis cette remise devient l'élément décisif en renforçant la situation avec le point, mais cela transforme le match en un véritable chaos narratif type des gros main events. La fin efficace, combo Spinebuster Prox Place, parfaitement placé pour conclure après une victoire claire. Street profite avec une séparation forte qui donne un vrai moment de payoff. Le match suit une structure assez classique de tag team title match, domination compact et challenger, puis KO final avec un match multiple lisible mais attendu dans sa construction globale. La multiplication d'un peu rend le match un peu trop chargé au point de réduire l'assise du combat pur et diluer légèrement la performance in-ring. Un main event spectaculaire et chaotique et efficace pour couronner les Street Profits. Cette vision reste crédible mais le match repose surtout sur les interventions plus que sur le combat pur. En tout cas, c'est les Street Profits qui sont les nouveaux champions par équipe. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye et à très vite pour